Bonsoir à tous. J'ai l'honneur ce soir d'être un petit peu le présentateur de la soirée. Avant de vous dire ce qu'on va présenter ce soir, j'aimerais rappeler que nous sommes une petite association sur les pas d'Hypatie et que tout ce que l'on fait se fait avec 4, 5, 6 personnes actives réellement en permanence. Ça fait 2 ans et demi qu'on existe. On a souffert pendant le confinement. Mais aujourd'hui, on démarre très fort avec des Zooms qui sont filmés et qui sont retranscrits sur notre chaîne YouTube. Alors, l'association, c'est une association multiculturelle, j'ai envie de dire, qui s'intéresse à la fois à des choses un petit peu officielles et puis à d'autres qui le sont un peu moins, comme l'archéologie, comme les, les arts nouveaux. Alors ce soir, on va parler par exemple d'un art qui a été classé par certains comme mineur. Et j'ai envie de dire, la définition de mineur, c'est quand une œuvre a déjà tout donné et qu'il n'y a pas besoin d'aller fouiller. Et ce soir, j'ai envie de dire qu'on va accueillir un réalisateur qui a fait une œuvre qui est plutôt un art majeur, parce que pour fouiller tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui est entendu, je pense qu'il faut le revoir plusieurs fois. Voilà, donc j'accueille ce soir un réalisateur atypique, Michel Rousseau. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde et merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très gentil. Voilà, donc on est là ce soir pour accueillir ton film, t'accueillir à toi également bien sûr, mais accueillir ton nouveau film qui s'appelle Vortex, l'aube de la souveraineté. Alors comment ça t'est venu déjà ce titre? Alors, je vais commencer peut-être par, je vais parler du titre, si tu veux bien, juste après. Je vais juste parler un petit peu du synopsis, parler en fait de l'histoire du film, pour que les gens soient déjà bien, sachent de quoi on parle. Donc, en 3 lignes simplement, ça se passe en l'an 2047. Il y a quelques marginaux qui ont créé un réseau de communication cryptée pour échapper aux lois liberticides et la surveillance de masse des individus. Et parmi eux, donc parmi ces marginaux, il y a Serena, une adolescente qui met au point en secret des lunettes permettant de détecter des vortex, donc des portes qui mènent vers d'autres dimensions. Et voilà, que va révéler cette ouverture vers l'inconnu. Voilà, c'est tout l'enjeu du film en fait. Voilà, donc l'idée, si tu veux, du film, d'où est venu le titre, Vortex, l'aube de la souveraineté, tu as le mot vortex qui est très important, Ouais. c'est la porte vers d'autres dimensions. Alors ça, c'est super parce que du coup, quand tu fais un film de science-fiction et que tu mets des portes, des portails, pour l'imagination, vous connaissez peut-être la série SG1, où il y a des portes dimensionnelles, etc., Stargate. Vous avez plein de films de science-fiction et de séries qui utilisent ces portails. Et du coup, c'est très bien pour un réalisateur parce que ça vous donne une grosse liberté en fait, de faire ce que vous voulez. Donc, les portails interdimensionnels, c'est un prétexte pour parler de plein de choses. En fait, c'est une ouverture, si tu veux. Et ensuite, il y a le mot souveraineté qui fait directement appel au libre arbitre, à la liberté, à la souveraineté, à l'éveil, si tu veux, à essayer de se réaffirmer dans la société déjà, parce que c'est vrai qu'à mon avis, depuis pas mal d'années, en fait, on est en train de perdre notre libre arbitre, si tu veux, et il faut se le réapproprier. Voilà. Donc, c'est le but du film, à l'origine, c'est ça. Et il est donc question de notre liberté qui est menacée, des dangers du futur si on choisit le mauvais chemin, et le fait donc de reconquérir sa souveraineté, son libre arbitre, pour ne pas devenir des esclaves obéissants
de la société qu'on essaie on le voit tous les jours, hein, avec l'avènement des puces RFID, les vaccins obligatoires, la liberté d'expression, la censure des médias, la censure sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était pour mettre, si tu veux, pour parler des dangers du futur et se réapproprier notre souveraineté, c'est ça, voilà. Alors, tout ce que tu as dit, tous les mots que tu viens de dire sont un peu dans le film. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'a amené à aller jusque-là, toi, Michel Rousseau? Quel est je voudrais savoir un peu qui était le Michel Rousseau enfant, par exemple. Comment il réagissait dans la société, etc. Ah, bah, moi, quand j'étais enfant, j'étais très, très timide. J'étais très réservé. Et ce que je peux te dire, c'est que dès le plus jeune âge, la question majeure que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je fous là? Et je me la pose encore maintenant. Et très rapidement, en fait, je me suis dit, il doit y avoir une raison pour laquelle je suis ici, il faut que je trouve. Donc, si tu veux, je dis souvent dans les interviews, et c'est vrai, hein, quand je prends ma douche le matin, je prends ma douche et je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et qu'est-ce que je fais ici? Parce que ce sont des questions qui, pour moi, me permettent d'être éveillé, dans les deux sens du terme. Donc, pour se réveiller quand tu as bien dormi et pour rester éveillé, c'est-à-dire, on vit comme des fourmis, en fait. Hein. Il y a plein de gens où c'est métro, boulot, dodo. Et le fait, tu vois, tu prends ta douche et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais ici et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh bien, tu n'as pas du tout la même approche sur la journée qui va arriver. Et donc, tu vas provoquer des choses pour que tu ne sois pas esclave des événements, mais que tu sois maître des événements, en fait. Mais alors, quel est ton parcours de Alors, enfant, par exemple? Tu as été à l'école, j'imagine. oui, Jusqu'où? oui. Bah, après, je peux parler un petit. Oui, après, en formation, donc j'ai une maîtrise d'information en communication, doublée d'une licence de lettres modernes. Donc, au début, en fait, j'ai fait des études de journalisme. Hein, donc, ma maîtrise d'information en communication, c'était option journalisme. Donc, j'ai fait aussi un stage auprès de l'agence France Presse de Marseille. Et en fait, j'ai été très déçu par ce stage parce que ça m'intéressait vraiment. J'étais parti en me disant, ça va me mettre un petit peu dans le bain du journalisme. Je trouvais ça vraiment bien, quoi. Et dès que je suis arrivé, en fait, dès le premier jour que je suis arrivé en stage, je me suis dit, mais c'est pas du tout fait pour moi, en fait. Justement, à cause de tout ce cadrage, si tu veux. Je pensais quand j'étais très naïf, hein, parce que bon, c'est sûr que quand tu es à l'université, tu as une partie où tu bosses à fond et puis une grande partie aussi de naïveté, puisque tu n'as pas contact vraiment avec le monde professionnel. Et dès que tu arrives, moi je me souviens le premier jour où je suis arrivé à l'AFP, le directeur de l'AFP m'a dit bonjour, bienvenue, j'étais l'ancien bras droit de François Mitterrand. C'est la façon dont il se présentait, si tu veux. Donc, à peine il a dit ces mots-là, je me suis dit, parce que bon, moi, Ah, mon sujet de mémoire, c'était les chaînes d'information en continu françaises face au modèle CNN International. Donc, dès qu'il m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé au sujet de mon mémoire, je parlais justement du rapprochement entre la politique et les médias. Et quand la première phrase qu'il m'a dite était celle-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et donc, dès ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse autre chose, quoi. Il faut que je fasse autre chose et il fallait que je m'affirme, si tu veux, mais en utilisant mes passions. Donc, mes passions, c'était principalement la musique, puisque j'étais batteur, j'étais chanteur et compositeur, interprète. Donc, même là, j'ai arrêté de jouer avec les copains, mais j'avais fait un groupe de musique où j'étais donc batteur. J'avais aussi le micro-casque où je chantais en même temps, un peu, tu vois, comme faisait Phil Collins à une certaine époque. Et je faisais les compositions également, etc. Donc, voilà, dès le départ, si tu veux, j'ai toujours eu cet aspect vouloir faire les choses à fond, et être autodidacte et pluridisciplinaire, si tu veux. Donc, mais je m'intéressais beaucoup à la musique. c'est ce qu'on a l'impression. En fait, quand tu dis que au départ, tu as fait des études de communication, de journalisme, le point commun, c'est d'être ouvert vers les autres, vers le monde, vers l'environnement, d'être curieux de tout.
Et pour revenir à ta personnalité, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est curieux de tout. Et pour le coup, quand tu as envie de, de percer un mystère dans un domaine, tu t'intéresses à fond. Et pour le Exact. coup, ben voilà, tu as plein d'arcs à Oui, je pense que c'est ce qui me caractérise. ton arc. Euh, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser au phénomène OVNI et je me suis mis vraiment à fond à lire des bouquins. J'en avalais pas mal. Et donc, ça fait depuis, là, j'ai 45 ans, tu vois, donc ça fait plus de 30 ans en fait que je m'intéresse à ce phénomène OVNI. J'ai lu énormément de bouquins et c'est pareil, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi un peu dans ce film. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu lis des milliers de témoignages, tu commences à avoir une image de ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre, tu vois, dans la première partie du film, avec ces entités euh, qui dirigent un petit peu la Terre et qui ne sont pas du tout passives et qui se servent un peu des êtres humains, des énergies plutôt des êtres humains, pour aspirer leur énergie. Et ça, après, on peut en parler un peu plus profondément, si tu veux, dans la soirée. C'est ce que va découvrir un de tes personnages dans le film, Oui. qui s'appelle Serena. Oui, c'est le personnage principal. Donc, c'est ma fille qui joue ce rôle. Et voilà, c'est la particularité de ce film, c'est que j'ai tout fait moi-même de A à Z. Et les acteurs, il y a ma fille, mon fils, ma femme, et il y a moi qui joue dedans, plus des personnages réalisés en 3 dimensions que j'ai animés avec mon ordinateur. Donc, j'ai essayé de faire le plus réaliste possible. Et c'est la caractéristique aussi qui se détache un petit peu de la production ambiante, si tu veux, c'est qu'il y a non seulement le désir de tout vouloir faire soi-même, mais de le faire aussi avec des gens en confiance. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à faire le film, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient « Ah, moi, je suis compositeur, si tu veux, ça m'intéresse de faire la musique de ton film. Si tu veux, moi, je suis cadreur et je peux… » Tu vois, donc j'ai reçu plein de propositions et à chaque fois, je leur disais « Non, c'est super sympa, c'est gentil, mais ça fait partie en fait de ce que j'ai envie de faire. Je veux tout faire de A à Z. » Donc, c'est pour ça que ça m'a pris 4 ans. 4 ans où j'ai travaillé jusqu'à 18 heures par jour. Donc, je devenais un vrai zombie, hein, sincèrement. Je devenais très nerveux parce que tu es tellement pris dans ce que tu fais que même pour faire jouer les acteurs, c'était pourtant ma famille et tout ça, ben, je devenais un petit peu agressif parce que j'étais tellement dedans, si tu veux, que je voulais tellement que ça soit comme je l'avais dans la tête, que c'était pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah, vous avez dû vous amuser en famille. Ben, oui, on s'est amusé à certains moments, c'est sûr, parce qu'on avait envie de rigoler, etc. Mais pour moi, c'était vraiment un travail où il fallait le faire le plus sérieusement possible. Et quand je me mets dans quelque chose, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je m'y mets à fond. Et là, le but, c'était de faire un film qui n'a rien à envier, si tu veux, à certaines productions. Voilà, sachant que je n'avais pas un budget extraordinaire, hein, le film a coûté un peu moins de 10 000 euros. Donc, quand tu dis ça à n'importe quel cinéaste, il éclate de rire parce que bon, le moindre film, c'est plusieurs millions d'euros. Je voulais quand même, si tu veux, trouver des tactiques, trouver des moyens pour que, au final, la personne qui regarde le film, aussi bien pour l'aspect visuel que l'aspect musique, les effets spéciaux, je voulais que tout soit, entre guillemets, au top. Mais au top à mon image, si tu veux, à ce que j'ai dans la tête. Peut-être qu'il y a des Alors, personnes qui vont… franchement, c'est au top, Michel. Hein. Euh, quand, franchement, la première grosse surprise de ce film, c'est les images et la musique. Dans un premier temps, avant le scénario. Parce que le scénario, c'est du Verlaine, quoi. Hein. Il faut prendre son temps, il faut le revoir, il faut faire des pauses. Il est assez riche. J'ai envie de dire que ce film, on pourrait le découper en 12 épisodes et faire des petits épisodes de 50 Une minutes. série, oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et Ouais. dans ce film, alors quand je dis les images et le son,
moi, je suis musicien, le son, c'est vraiment, mais quand tu l'écoutes, moi, je l'ai vu 2 fois, hein, le film. La deuxième fois, j'ai découvert des trucs, forcément. Hein, c'est comme ça que ça marche, j'ai l'impression, pour le film. Oui, Et, ouais, et donc, pour le coup, j'ai découvert un peu la musique aux bons endroits. Moi qui suis musicien, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Voilà, c'est un film qui colle très bien avec le rythme, le, le scénario et également les différentes scènes, quoi. Euh, oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en fait c'était un film à voir plusieurs fois. Et c'est vrai que moi, je suis, si tu veux, mes films cultes qui ont servi un peu de trame à la réalisation de ce film, c'est des films comme Matrix, Truman Show, Vanilla Sky, The Game, tu vois. Et je suis très, oui, très oui. attentif en fait, aussi bien pour la musique que pour les images, le scénario, etc. Je pense avoir, entre guillemets, cette faculté de repérer les choses en disant c'est tel point que je veux mettre en avant et je veux refaire exactement la même chose, si tu veux, et en étant le plus détaillé possible, en fait, sur ce que j'ai dans la tête. Donc, Alors, tu as mis 4 ans, Michel, à oui, faire ce film. Alors moi, je te connais un petit peu parce que tu as une page Facebook. Je ne sais pas si on peut dire une page ou un groupe. oui, oui, j'ai une page, oui, oui, une page personnelle Facebook, oui. Et ça fait déjà très longtemps que je te suis. Bon, voilà, comme quelques centaines qui te suivent pendant la fabrication de ce film. Je ne sais pas comment on est arrivé à être amis sur Facebook, mais enfin bon, c'est comme ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que je t'ai vu évoluer, mais aussi des fois d'évoluer, dans le sens où je me souviens d'un poste où tu as failli arrêter. Oui, ouais. C'est une succession, en fait, à partir du moment où tu t'attaques à tous les domaines, c'est-à-dire le scénario, la musique, le tournage, les effets spéciaux, le montage, l'animation de personnages en 3 dimensions, et j'en passe. Parce qu'il y a les bruitages aussi. Il y a des choses, tu sais, tu ne penses pas sur le coup, mais tu dis, bon, moi, il y a un vaisseau qui passe, je veux un bruitage, mais qui soit vraiment parfait. Je veux un truc qui pète à la Star Wars, tu vois. Je ne veux pas un bruit de mobilette, quoi. Donc tout ça, il faut y penser. Et au bout d'un moment, même si tu as la meilleure volonté du monde, tu es tellement fatigué, tu es tellement pris dans le truc, parce que tu t'aperçois que la montagne, en fait, à gravir, c'est comme si je comparais ça, en fait, à quelqu'un qui voudrait, je sais pas qui voudrait gravir l'Everest, mais je sais pas, un sportif qui voudrait aller aux Jeux Olympiques, tu vois, parce que il y a tellement de choses à faire, aller au bout de soi-même, parce que je pense aller au bout de moi-même, qu'il y a des moments où tu craques, quoi. Parce qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à faire. Donc, quand tu as quelque chose dans la tête et tu te dis, mais j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, tu as beau prendre. Ce que je faisais généralement, c'est que j'allais sur des tutos, tu sais, américains, parce que en français, malheureusement, pour les effets spéciaux, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, tu suis des tutoriels américains pour faire certains types d'effets spéciaux, tu n'arrives pas à les faire, tu t'énerves, tu recommences, il n'y a pas moyen, quoi. Et au bout d'un moment, donc, ce que je faisais, c'est dès que j'arrivais pas à faire quelque chose, j'attaquais une autre partie du film. C'est-à-dire que si j'arrivais pas à faire tel effet spécial, ben, je me disais, bon, ben, aujourd'hui, je vais faire tournage avec les enfants, je vais filmer les enfants. Euh, Tu vois, je basculais en fait de poste pour ne pas abandonner parce qu'à certains moments, surtout au début, je me suis dit, oh là, mais je m'attaque à trop gros, quoi. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, entre guillemets, tu vois. Et donc, il faut dire que quand tu vas tourner, justement, bah, tu utilises ton environnement. Hein. Je sais que tu habites le sud de la France et que tu as été pas très loin de chez toi Ouais. pour tourner des scènes dont on a l'impression qu'elles arrivent d'une autre planète. Euh, Oui, ben, j'ai profité en fait, et ça a été un élément aussi déclencheur qui m'a influencé pour faire ce film.
c'est que j'habite à 6 km, tu vois, d'où a été tourné le film. Là, tous ces décors de couleur ocre qui rappellent un peu le Colorado provençal. Et ben moi, je l'ai dans un endroit un petit peu caché à 6 km de chez moi. Et je me suis dit, mais c'est tellement magnifique cet endroit qu'il faudra en faire un film. Et du coup, je me suis dit, mais ça peut servir vraiment de décor pour mon prochain film. Et ça a servi de base, si tu veux. Euh, Vu qu'il y a des ocres près de chez moi, je me suis dit, mais en fait, on se croirait presque un petit peu à certains endroits sur Mars. Et à partir de là, j'ai dit, oh, attends, c'est peut-être intéressant cette piste-là. Euh, pourquoi pas mettre en scène des personnages qui ne savent plus dans quelle réalité ils sont. Est-ce qu'ils sont sur une autre planète? Est-ce qu'ils sont sur Mars? Parce qu'ils sont tellement perdus aussi bien de manière physique que de manière psychologique, parce qu'il y a une quête aussi dans ce film, justement la quête pour essayer de retrouver son libre arbitre et la quête pour essayer de retrouver sa dimension. Parce que l'héroïne bascule dans une dimension, elle prend un vortex, elle bascule de dimension, elle découvre en fait l'envers du décor, justement avec toutes ces entités qui se servent de la Terre pour aspirer l'énergie des êtres humains, qui se servent en fait des basses fréquences utilisées par les humains, par la guerre, par leur stress, par tout ce que tu veux, pour aspirer ces énergies. Elle essaie en fait de fuir tout ça pour raconter tout ce qu'elle a vu à ses proches, en fait, à toute la rébellion. Elle essaye de retrouver sa dimension tout au long du film. Elle fait une sorte de parcours un peu initiatique où elle va découvrir plein de choses et pour essayer de retourner d'où elle vient. Voilà. Donc, je ne sais pas si on l'a dit au début, mais alors, c'est Serena dont on parle et Oui. qui a inventé des lunettes. Mais enfin, c'est grâce à une technologie de son père. Oui, voilà, tout à Voilà. fait. Et Ouais. son père, finalement, on s'aperçoit que ben, on croit qu'il a disparu Oui, au alors début du film. en fait elle découvre comment fabriquer des lunettes qui permettent de voir des vortex. Mais ce que je voulais mettre en avant dans le film, parce que à mon avis, le prochain enjeu de l'espèce humaine, c'est de découvrir l'invisible. Je pense qu'on arrive à un stade maintenant dans l'évolution où ça va arriver très bientôt, où on va se rendre compte qu'il y a des dimensions parallèles, on va se rendre compte très très vite, parce qu'avec la vitesse où ça va, tu le vois chaque semaine, toutes les découvertes scientifiques que l'on fait, ça va très 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 vite. Donc je pense que l'enjeu de ces prochaines années, c'est on va se rendre compte qu'il existe d'autres dimensions. Moi, je l'ai voulu le symboliser, tu vois, par le fait qu'on puisse emprunter des portails dimensionnels. Mais le plus important derrière tout ça, c'est qu'une fois qu'on va se rendre compte qu'il y a d'autres dimensions et qu'on va les franchir, si on parvient un jour à franchir ces dimensions, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Parce que dans la tête des gens, c'est ah super, je vais me téléporter, je vais aller aux Bahamas, je vais prendre des vacances, tu vois. Ils pensent tout de suite à la téléportation, etc. Mais il y a tout un enjeu qui est derrière. Je pense que nous, en tant qu'espèce humaine, avec nos 5 sens très limités, on ne voit qu'une très faible partie de la réalité. Et à partir du moment où la science va vraiment évoluer et qu'on va se rendre compte qu'on voit peut-être que 0,1% de la réalité de tout ce qui nous entoure, de toutes les entités qui nous entourent. J'ai vu une émission que vous aviez fait il y a quelques mois, je ne sais plus, c'était en octobre ou novembre, avec José Bouillon, Rox Ahuker, je l'ai vu cette émission, qui était très intéressante. Et on voit très bien que vous aviez abordé pas mal de sujets sur justement les ovnis, sur la présence d'entités, des lieux hantés, etc. Au bout d'un moment, je pense on va faire un pas, si tu veux, et on va se rendre compte de tout ça. Donc, effectivement, comme tu disais, il y a Serena qui découvre comment fabriquer des lunettes qui permettent de voir des portails. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, on ne sait pas. Et il y a donc le rôle du père qui, lui, euh, décide essaie de trouver le fonctionnement de ces vortex. Parce qu'en fait, au tout début du film, Serena
emprunte un vortex, mais elle ne sait pas du tout où elle va aller. Et c'est ça tout l'enjeu du truc, c'est que tu empruntes un portail et tu ne sais pas où c'est que tu vas te retrouver. Et dans le film, le père de Serena, lui, essaye de maîtriser la destination des vortex pour lui aussi faire quelque chose et agir. Voilà, pour aider sa fille à retrouver sa dimension, si tu veux. Et alors, le scénario, il t'est venu comme ça il y a 4 ans, ou est-ce que tu l'as créé au fur et à mesure? Les Comment deux, ça s'est passé? les Parce deux, que parce que j'avais la trame générale. il y a de J'avais, l'actualité aussi oui, dans le film. On parle de surveillance, on parle de confinement, on parle de vaccins. oui, oui, tout à fait. Mais ce qui a été incroyable dans ce film, c'est que tout ce que j'avais prévu est arrivé quelques semaines plus tard. Donc, je peux citer pas mal d'exemples. Donc, la scène d'ouverture du film où on voit une gargouille qui commence à bouger la tête, qui se trouve au-dessus de Notre-Dame et qui s'envole pour annoncer un mauvais présage, une semaine après, vraiment, même moins d'une semaine, je crois même. Une semaine après, il y a eu les événements de Notre-Dame de Paris qui brûlaient. J'ai trouvé ça incroyable. Et il y a aussi la scène où on se retrouve dans les rues de Paris, qui sont totalement désertes. Il y a un hologramme qui indique danger de mort, couvre-feu. Et j'avais fait cette scène avant tous les événements du Covid. C'est ça qui est incroyable. Et je me souviens encore, quand j'avais créé cette scène, j'ai cherché un synonyme pour couvre-feu. Tu sais, je trouvais ça trop balèze. Je dis non, je ne peux pas écrire couvre-feu, ça va rappeler la guerre et tout. C'est pas... Il me faut un synonyme, quoi. Je ne trouvais pas de synonyme. Je dis bon, tant pis, pour l'instant, je laisse couvre-feu. Et du coup, j'ai laissé couvre-feu et c'est passé ensuite ce qui s'est passé. Autre événement incroyable, c'est que dans le film, tu sais qu'il y a cette fameuse black goo, cette substance noire en fait, visqueuse, qui est dans le film et qui absorbe toutes les énergies, justement, les basses fréquences. Et à un moment du film, on voit qu'il y a une fuite de cette black goo qui est dans un laboratoire et donc il y a une fuite dans le labo. Pareil, ce qui s'est passé, il y a eu les événements de Lubrizol avec ce qu'on connaît, avec cette substance noire qu'on a retrouvée un petit peu partout sur les maisons. Et puis, il y a eu évidemment le Covid avec le virus qui s'est échappé d'un labo, quoi. Mais si tu veux, quand je fais le cumul de ce qui est arrivé, j'en viens à me dire que quelque part, je me demande si le futur n'est pas prévisible. Et c'est ça Ben, aussi l'enjeu du film, et j'en parle à la fin du film. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas spoiler, mais c'est ça aussi l'enjeu, c'est de se dire vers quel futur on va, parce que depuis de dizaines d'années, en fait, la science-fiction nous oriente vers un certain futur, si tu veux. C'est toujours une dystopie où les gens sont esclaves de l'intelligence artificielle, etc. Et on s'aperçoit que de jour en jour, même quand tu regardes l'actualité avec toutes ces lois liberticides, tu as de moins en moins de liberté, tu vois la technologie qui prend de plus en plus d'importance. J'avais fait aussi des scènes où il y a des drones dans Paris. Et quelques semaines après, il y avait un des hommes politiques à la mairie de Paris qui avait dit il faudrait engager 275 drones qui survolent Paris, quoi, pour surveiller les gens, quoi. Et au moment où j'ai créé toutes ces scènes, je me suis dit, mais ça arrivera, mais dans 30 ans, tu vois. Et ça se passait à chaque fois la semaine suivante. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis presque médium parce que ça arrive, mais à tellement peu d'intervalles, il y avait il y avait quoi, quelques jours d'écart à chaque fois que je crée une scène. Et à un moment, je me suis, tu sais, à un bout d'un moment, tu deviens fou, tu dis, mais c'est moi qui crée ma réalité ou quoi? Et à ce moment-là, il va falloir que je change le scénario du film. en même temps, c'est un double jeu et un double rôle, parce que je ne veux pas spoiler le film non plus, mais la création de son futur, il est question pas mal de synchronicité. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'il y a une des meilleures définitions du mot synchronicité que je connaisse dans le film. Une très belle définition du mot synchronicité, meilleure que celle de Philippe Guillemant, par exemple. Ah, ouais, je regarde beaucoup, en fait, il m'a beaucoup inspiré, Philippe Guimand, dans ses vidéos. J'ai regardé pas mal
de choses qu'il a faites. Et oui, la synchronicité, j'ai voulu mêler aussi la synchronicité parce que justement, pour changer ce futur, Philippe Guimand et puis d'autres scientifiques aussi nous expliquent qu'on vit dans un éternel présent et que la notion du temps n'existe pas, donc selon Einstein. Et à partir de ce moment-là, si on maîtrise vraiment les événements et qu'on vit dans un présent constant, on peut changer aussi bien le futur que l'avenir et le futur sont flottants. Et c'est ça qui est difficile à comprendre avec notre cerveau humain parce que nous, on a toutes les cartes qui sont mises dans un sens où on voit le déroulement qui va du présent vers le futur. Alors qu'en fait, le futur n'existe pas. Notre cerveau est programmé pour bâtir une succession d'événements. C'est très difficile à incorporer parce que nous, on se voit vieillir. On voit les choses qui se déroulent devant nous. Mais à partir du moment où tu t'intéresses vraiment à la physique quantique, parce que ça, c'est pareil, j'en ai absorbé des tonnes, j'ai lu des tas de bouquins, des vidéos de Philippe Guillemant, etc. Et à partir du moment où tu prends conscience que le temps n'existe pas et que tu peux changer les choses, ça change ta vie. Ça change. Et alors, c'est pour ça que j'ai voulu l'incorporer un petit peu dans le film. Ça va très, très vite. Et c'est difficile de parler de ces thèmes-là dans un film. Tu vois, c'est aussi bien des thèmes philosophiques que la physique quantique. Il faudrait énormément de temps pour aborder ça dans un film. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il faut voir le film plusieurs fois parce qu'il y a des phrases, en fait, des phrases clés où on a envie de faire pause. Parce que ce sont des thèmes, en fait, qu'il faudrait qu'on aborde généralement dans un livre. Et c'est pour ça que j'ai voulu me distinguer, si tu veux, de la production ambiante avec tous ces films de science-fiction où c'est toujours de l'action, sauver la Terre, les super-héros, les explosions de partout. Moi, je voulais faire quelque chose de différent. Parce que de nos jours, tu prends un abonnement à Netflix, à Amazon, à Disney, à ce que tu veux, et tu en as des centaines des films comme ça. Donc, si je dois faire quelque chose, et c'était pareil quand je faisais de la musique, hein, quand j'étais auteur-compositeur, c'est pas pour reproduire un schéma, pour reproduire exactement ce qu'ont fait les autres auparavant, quoi. Si c'est pour faire un super-héros qui se bat contre des méchants, je m'en fous, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je voulais faire un film qui aborde ces thèmes-là. Et ça a été très difficile, mais je voulais me démarquer, si tu veux, de la production ambiante. Donc, Ben, c'était vraiment un challenge à tous les niveaux, si tu veux, aussi bien au niveau de la réalisation que du scénario. Ben, c'est réussi, Michel, hein, parce que on sent très bien ce travail d'horloger. Je précise qu'il y a 80, peut-être plus de 90%, je ne sais pas, d'images fabriquées, en tout cas très, très retouchées, avec Oui. des incorporations, parce que techniquement, comment ça se passe pour faire tous ces décors qui sont somptueux, qui m'ont fait penser à des films comme Stargate, comme Le Cinquième Élément, comme Total Recall, enfin tous les films qui t'ont influencé. Mais en fait, je travaille image par image. Et c'est pour ça que c'est très, très long. Donc, si tu veux, ce que je te propose, c'est que je te décris comment se passe une journée. Et puis après, on va peut-être diffuser un ou deux extraits du film, parce que c'est vrai qu'on parle, mais pour que les gens se rendent compte un petit peu visuellement ce que ça donne. Je vais d'abord te parler d'une journée. Ce que je faisais, généralement, je me lève le matin, il est 7 heures du matin. Je commence à allumer l'ordinateur. Je commence à réfléchir à la scène que je vais faire, placer mes caméras. Ensuite, une fois que j'ai placé mes caméras, je prends mes personnages, je fais toute l'animation. Et ça, c'est incroyable le temps que tu peux mettre à faire une animation, parce que ça ne paraît pas, mais si tu fais un personnage qui bouge comme ça, le bras, la main, et qui parle en même temps, tu dois tout prévoir. Donc, tu fais une première image, tu vas à 0 secondes, ensuite tu vas à 20 images plus tard, tu bouges la main comme ça. Ensuite, tu vas à l'image 25, tu bouges le doigt. Tu vois, tu fais chaque mouvement, en fait, tu fais du travail image par image. Et quand tu fais un film comme ça qui dure, il fait 1h11 le film, je peux te dire que tu t'arraches les cheveux parce que
quand tu es une équipe d'animation pour faire un dessin animé, tu as des centaines de personnes, quelquefois, qui font un dessin animé, donc ça va, tu arrives à diviser les tâches. Mais quand tu es tout seul à faire ça, donc ça, c'était, si tu veux, la première partie de la journée où je m'occupais de faire la création de personnages aussi, parce que j'ai créé carrément des personnages en 3D. J'utilisais une base en 3D que j'achetais, un personnage, et puis je modifiais la texture, etc. Donc, tu as la conception du personnage, la conception des corps aussi, à faire les textures, tu as le mouvement des personnages, et ensuite, tu as le mouvement de la bouche. Et là, j'ai réussi à avoir un truc extraordinaire qui n'existait pas. Par hasard, si tu veux, j'ai rencontré un informaticien sur Internet américain qui avait trouvé une solution pour, à partir de ton iPhone, il a créé une application où tu te mets face à ton iPhone, tu bouges les lèvres, tu dis ce que tu as à dire. L'iPhone enregistre chaque mouvement de tes lèvres et il le reproduit sur le logiciel que j'avais d'animation de personnage. Donc lui, il a réussi, parce qu'il existe déjà ça s'appelle des logiciels de face capture, en fait. Ça capte en fait le mouvement des lèvres quand tu fais un enregistrement. Et il n'existait pas en fait ce logiciel pour l'animation 3D que j'avais. Et ce monsieur, cet Américain, a réussi à créer ce lien en fait. C'est la même technologie, si tu veux, que dans le film Avatar. Tu sais, ils utilisent en fait une vraie personne, ils la font parler et puis l'ordinateur reconnaît chaque mouvement de la bouche, il le reproduit après sur le personnage. Donc lui, ce mec-là avait réussi à reproduire cette technologie et du coup, je suis rentré en contact avec lui et je lui ai dit que son logiciel m'intéressait. Donc, il me l'a vendu alors qu'il n'était pas encore commercialisé. Et si tu veux, c'était une fois que j'ai pu acquérir ce logiciel, c'était la dernière phase en fait de la journée où tu fais le mouvement de la bouche du personnage. Et une fois que la journée est terminée, le soir, avant d'aller dormir, je laisse l'ordinateur allumé et pendant toute la nuit, l'ordinateur fait les exports image par image de toute l'animation que j'ai faite. Et cet export peut durer jusqu'à quelquefois 14 heures, 14 heures d'export, en fait, pour une séquence de 4 secondes. Je ne sais pas si tu te rends compte. Bah si. Pour 4 secondes de film. Et quand tu as un film qui dure 1h11, à chaque fois qu'une journée passe, tu te dis « Oh, c'est super, j'ai fait 4 secondes. » Alors, question, est-ce que c'est un hasard 1h11 minutes? Non, bah, en fait, j'ai rajouté une scène parce que le film faisait 110 minutes et j'ai rajouté une scène qui faisait 1 minute parce qu'il me manquait, je trouvais qu'il y avait une explication qui manquait en fait dans le film, donc j'ai rajouté une petite scène d'1 minute et quand je suis arrivé à 111, j'ai dit « Ah, bah, c'est un chiffre qui est intéressant ça. » Symboliquement, 111, c'est le chiffre de la réussite, donc c'est intéressant. Peut-être que le film va réussir et va bien fonctionner. Donc, j'ai envie de dire, bon, tu es un gars, bon, on l'a vu, tu t'intéresses à tout, on le sent, mais dans le film, tu es tout, quoi. Auteur, compositeur, interprète, acteur, Ouais. réalisateur, producteur, Ouais. photographe. Et puis même là, maintenant, je m'occupe de toute la On voit partie la liste communication. des gens qui interviennent dans un grand film. On se dit, mais tu as réussi à tout faire tout seul. Et le pire, c'est que tu vas devoir maintenant changer de casquette et devenir comment on appelle Le chargé de communication. le chargé de communication, le distributeur, etc. Alors, c'est quoi le devenir de ce film maintenant? Alors, j'étais chargé de communication juste après mes études, tu sais, quand je me suis barré du journalisme. Ouais. Eh ben, j'ai été chargé de communication, en fait, pendant. Donc, c'est un métier que je connais bien, puisque j'étais en contact avec les médias. Et donc, tu vois, ça fait partie. C'est incroyable parce que le fait de faire ce film, eh ben, ça me fait revenir, tu vois, à la musique, à mon premier métier de la communication. Ensuite, j'ai travaillé aussi en imprimerie en tant que maquettiste. Donc, ça aussi, tout ça, tu vois, ça a un rapport. Et excuse-moi, je te coupe parce que j'ai oublié de diffuser les extraits. Est-ce que tu veux Ah, qu'on diffuse les extraits? Après, je reviens, excuse-moi, à ta question, mais comme tout à l'heure, j'en avais parlé, j'avais dit on va regarder 2-3 extraits.
Parce que je pense que les gens ont besoin peut-être de visualiser un petit peu ce que… De voir tout ce dont on a parlé. Mais écoute, on diffuse les Je extraits. propose déjà de regarder l'introduction du film, donc ça dure 2 minutes. Vous avez les 2 premières minutes qui va vous mettre un petit peu dans l'ambiance, dans le bain du film. Ici Patrouille 12. J'envoie 2 drones pour contrôle dans la zone 47. Allez, mes belles. C'est le moment de vérité. Waouh! C'était une onde de choc? J'y suis arrivée! Voilà, donc ça c'est le tout début du film. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, Michel. Voilà, donc ça, c'est les 2 premières minutes du film où on voit donc Serena qui utilise pour la toute première fois ses lunettes pour voir si elles fonctionnent. Elle s'aperçoit qu'elle a des petits parasites sur ses lunettes et puis elle a un flash en fait où elle découvre une sorte de portail dimensionnel et elle voit qu'elle est en fait sur la bonne voie pour découvrir les vortex. Voilà, donc ça c'est l'entrée en matière du film. Est-ce que tu as d'autres extraits à nous passer ou Alors j'ai soit des extraits, soit un autre extrait vidéo ou soit des images. Je peux peut-être vous mettre un autre extrait vidéo peut-être. Alors, on peut peut-être mettre un extrait vidéo et puis après montrer des images un petit peu particulières, quoi, un travail très précieux ou qui t'a pris beaucoup de temps ou que tu nous expliques peut-être un petit peu dans la technique. Bah, là, on va peut-être, je vais vous mettre un extrait vidéo de justement où c'est que de l'animation 3D en fait. Ça donne un petit. Et ce qui est intéressant aussi dans ce passage-là, c'est que ça parle un petit peu de ce qu'on vit actuellement avec les vaccins, etc. Allez, on voit. Contrôle d'identité. Ne bougez pas. Quelle est la raison de votre déplacement? Je viens boire un verre. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour ça. Votre alcoolémie est à 0. Un test sera effectué dès votre sortie du lieu public. Restez immobile. Puce RFID non détectée. Votre fréquence vibratoire indique que vous n'êtes pas à jour de vos vaccins. Votre identité est introuvable dans le répertoire de la gendarmerie. Vous êtes en état. Demande d'intervention dans ton setup. Autorisation d'état numéro 19 47 101.
Mot de passe 54 AGT. Autorisation accordée. En attente d'instruction. Création et enregistrement de fiches au nom de Vincent Wallace. Accès à tous les sites sans autorisation préalable. Vaccin à jour pour une durée indéterminée. Enregistrement, tu peux circuler. Fiche validée. Merci, Monsieur Wallace, pour votre coopération. Je disais qu'il y a une référence à, je crois, au film Le Cinquième élément, Wallace. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Il y a plein de petits indices. Vous allez voir dans le film, il y a des références à des petits clins d'œil à Star Wars, à Matrix, à X-Files aussi, parce qu'à un moment, il y a dans une scène, il y a des individus qui sont dans des compartiments cryogénisés, et puis il y a Scully qui est à l'intérieur. Donc, vous allez voir qu'il y a plein de petits, enfin, un personnage qui ressemble énormément à Scully, quoi, dans X-Files. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil dans ce film. Ben, toutes mes références en fait cinéma que j'aime beaucoup, quoi. Même Terminator, puisque à un moment il y a comment ça s'appelle, un robot en forme un peu squelettique qui rappelle un petit peu Terminator aussi, qui marche. Pour celui-là qui a l'œil, il y a plein de références cinématographiques. Donc ça, je me suis un petit peu inspiré de la série Stranger Things, qui fait aussi plein de petits clins d'œil, tu vois, au cinéma des années 80, 90, tu vois. J'ai trouvé ça amusant de faire des petits clins d'œil au cinéma, quoi. Et donc, dans cette séquence, tu vois bien le drone qui surveille l'individu qui sort de chez lui et on lui demande est-ce que vos vaccins sont à jour, je détecte que vous n'avez pas vos vaccins à jour, vous n'avez pas la puce RFID à jour, etc. Et voilà, on va de plus en plus vers ça, quoi. Et là, tu es un petit peu en avance. Tu es un petit peu en avance là. Mais, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin avec ce qui est en train de se passer quand même, parce que le passeport vaccinal, c'est pour bientôt apparemment, hein. On n'est pas loin. Et ce qui est intéressant, c'est je voulais mettre justement en avant ce personnage qui arrive à hacker le drone, tu vois, en rentrant dans le programme du drone et en désactivant, en disant ouais, c'est bon, fous-moi la paix, et puis c'est bon, tu me mets les vaccins à jour pour une durée indéterminée et tu te barres, quoi. Parce que est-ce qu'on arrivera à faire ça dans le futur? J'en sais rien, mais moi, je ferai partie des hackers, ouais. Je ferai partie des hackers. Je pense que c'est un film où il y a à peu près tout, et notamment à peu près tous les sujets dont on parle sur l'assaut Hypatie. Bon, ça, les gens le découvriront. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des petites anecdotes croustillantes, quelque chose qui t'a marqué pendant ces 4 ans, deux, trois anecdotes sur la fabrication de ton film? J'essaie de chercher, mais moi, ce qui m'avait vraiment marqué le plus, je te dis, c'est quand je créais les scènes et qu'elles arrivaient après. Et ça a été vraiment la chose qui m'a le plus marqué, hein. Après, les anecdotes croustillantes sur ce film, si tu veux, ça a été une telle aventure pendant 4 ans à fond que chaque jour était presque une anecdote, parce qu'il fallait trouver des moyens en fait pour réaliser quelque chose qui, dès le départ, me semblait impossible, quoi, à réussir l'impossible. Donc, une anecdote particulière, je ne sais pas. Là, ça me vient pas spontanément, si tu veux. Ça te vient pas. Par exemple, le côté tourner avec sa famille, ça doit être quelque chose. Ça, c'est pas facile parce que il faut gérer il faut gérer à la fois le côté dirigiste de la scène et puis le côté émotionnel du chef de famille. Oui, tout à fait. Bah, en fait, ce que je faisais avant de tourner chaque scène, vu que mes enfants, bah, ils sont pas acteurs, moi, j'en ai pas parlé, mais mon métier depuis 11 ans, c'est comédien voix off. Donc, je réalise des enregistrements de voix pour tout type de choses. Ça peut être un enregistrement pour une société qui fait une présentation corporate.
ça peut être pour des formations, ça peut être pour une publicité à la télé, ça peut être pour une pub radio, ça peut être pour un personnage de jeu vidéo. Là, tout à l'heure, ce matin, j'ai enregistré pour un personnage de jeu vidéo, un soldat. Donc, je me suis défoncé la voix parce qu'en fait, il me demandait de jouer un personnage qui hurle « Grenade !» Donc, je me suis dit ce soir, ça se trouve, je ne vais plus avoir de voix parce qu'ils m'ont fait gueuler. Et du coup, j'incarne quotidiennement, j'allais dire, des personnages différents. Alors, c'est assez amusant à faire. Et je me suis un peu servi de ça, si tu veux, pour faire tourner ma famille. C'est-à-dire qu'avant chaque scène, s'il y avait mon fils et ma fille qui devaient jouer la scène, je me mettais à leur place et je disais, bah, tu me regardes comment je le joue et tu écoutes surtout l'intonation. Parce que pour jouer avant tout, et dans un film le plus important, tous les réalisateurs qui sont interviewés, qui disent que ce qui est le plus important dans un film, le plus important, c'est le son. Et si tu veux obtenir quelque chose qui sonne vrai, qui sonne juste, il faut que tu mettes en avant le son. Donc, que tu travailles énormément l'intonation des acteurs, bien sûr, mais aussi la musique. Ça veut dire que la musique et la voix des personnages est toujours plus importante que l'image. Alors que quand tu fais un film, tu as tendance à te dire, il faut que je fasse des images superbes. Ce qui prime avant tout, il faudrait presque que tu fermes les yeux et que tu écoutes simplement. Parce que le son, la plupart des réalisateurs disent que le son, c'est 70% d'un film et 30% d'image. On ne s'en rend pas compte, mais maintenant que je le sais, ben, je crois que tu as réussi dans ton film. Et alors, je me dis, ce film, bon, il sort en France sur une plateforme Internet qui s'appelle Vimeo. Oui. Vimeo. Et donc, si on tape sur Google Vimeo Vortex, l'aube de la souveraineté, oui, normalement, on tombe sur la bonne page à cliquer pour visionner ton film. Donc, oui, même si vous tapez Vortex, l'aube de la souveraineté sur Google, vous tombez directement. Le premier résultat, normalement, c'est mon site Internet. Donc, sur Vortex. Et à partir du site Internet Vortex, vous pouvez acheter le film. Voilà, donc on peut acheter le film via cette plateforme. Ensuite, pour récupérer, alors il faut se connecter, c'est une plateforme un petit peu à la fois publique et privée. Bon. Donc il sort en France, et alors il me semble qu'il sort dans d'autres pays aussi. Ah oui, alors ça c'est tout récent parce que… Dans d'autres pays. C'est tout récent parce que j'ai reçu une proposition d'un agent en fait qui m'a fait une proposition pour distribuer plutôt le film en version DVD, Blu-ray et puis peut-être même certaines chaînes de télévision à l'étranger. Donc, il m'a fait une proposition qui était valable pour les États-Unis, le Canada et le Mexique au tout début. Donc, j'ai été intéressé parce que moi, en fait, ma page Vimeo, si tu veux, mon public, c'est principalement France, Belgique, Canada, Suisse. Je le vois sur les ventes, tu sais, j'ai les résultats en fait, de chaque vente. Je vends en premier en France, ensuite Canada, ensuite Suisse et ensuite Belgique. Et puis, il m'arrive quelquefois d'avoir un Japonais qui achète, un Espagnol, mais c'est très rare si tu veux. Et là, le fait que j'ai fait les sous-titres en 8 ou 9 langues. J'ai fait anglais, espagnol, allemand, italien, polonais, japonais, chinois, portugais. Donc voilà, j'ai fait en 8 langues différentes. Bah, lui, ça l'a intéressé dès qu'il a vu le film. Et donc, il m'a contacté pour distribuer ce film sur plusieurs supports, DVD, Blu-ray, etc. Et vidéo à la demande, si tu veux, sur Internet, mais sur ces territoires. Et donc, dès le départ, j'ai été intéressé. Et au fil de la discussion, il m'a trouvé un distributeur en fait, qui serait intéressé pour une diffusion mondiale. Donc, pas uniquement sur le territoire américain, mais pour le distribuer vraiment partout. Donc, il serait fort probable qu'il existe même en DVD, en vente sur Amazon ou des choses comme ça, tu vois. Donc, du coup, le contrat est très récent parce que je l'ai signé ce matin. Et je suis assez content parce que, du coup, si tu veux, je conserve ma page Vimeo personnelle avec le film en français. Et pour l'exposition internationale, eh ben, donc j'ai signé ce contrat ce matin et voilà, j'en espère beaucoup. J'espère qu'ils vont faire quelque chose, qu'ils vont se bouger.
Je n'ai pas, si tu veux, de détails sur ce qu'ils vont faire exactement. Ils m'ont simplement dit que voilà, ils travaillaient sur tout type de support. Donc, ça peut très bien être aussi pour une diffusion sur une petite télé, tu vois, en Amérique du Sud ou un truc comme ça. Hein. Ça peut être n'importe quoi, quoi. Donc, si tu Alors, veux, bah, ça écoute, ouvre je l'éventail. crois qu'on est ravis. On est ravis, Michel, de savoir qu'on interviewe un réalisateur euh, homme à tout faire amateur qui va devenir mondialement Voilà. connu. Voilà, je sais pas, non, je sais pas si ça va être mondialement connu. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait de toucher le maximum de personnes parce que je te dis, avec ma simple page Vimeo, bah, je touche un public francophone. Et là, comme c'est un film d'éveil, le fait de toucher l'international, quand tu vas dans un autre pays, tu vois que les gens n'ont pas du tout le même système de pensée, la même façon de penser que nous. Et j'aimerais bien avoir les réactions, tu vois, du public étranger sur d'autres pays, je ne sais pas, comme le Japon et choses comme ça. Je serais intéressé pour savoir comment ils voient le film, en fait, tu vois. Alors ça serait bien sûr intéressant. Alors j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il existe des espèces de, je sais pas, de concours internationaux du film de Les festivals. science-fiction amateur? Oui. Les festivals, mais je commence tout juste à m'intéresser aux différents festivals internationaux. Je m'aperçois que plus de 80% des festivals, ça concerne le court-métrage. Eh oui. Donc, moi, je ne suis plus dans la catégorie court-métrage parce que le court-métrage, ça dure jusqu'à grand maximum 1 heure, 59 minutes en général. On estime qu'un court-métrage, ça peut aller jusqu'à cette durée-là. Donc, moi, je dépasse ça. Et le problème, c'est qu'après, tu as des festivals, mais c'est des grands festivals, tu vois. Donc, j'ai réussi à trouver un petit festival de science-fiction, je ne sais plus dans quel pays. Donc, j'ai postulé, tu vois, pour m'amuser, parce que c'est un pays de l'Est, etc. Je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Mais en général, tu vois, c'est des grands festivals. Tu as le festival de Cannes, tu as des festivals Gérardmer, les trucs comme ça qui sont très, très gros, quoi. Après, me frotter à des trucs comme ça, je ne sais pas si ça vaut le coup que je me frotte à des trucs comme ça. Je peux essayer si tu veux, mais ouais, je sais que je n'ai pas beaucoup de chance de taper là-dedans parce qu'en fait, le cinéma, ça reste quand même une caste, si tu veux. Avec des gens, si tu n'as pas ta société de cinéma, tu es un moins que rien. Si tu ne travailles pas avec telle ou telle personne, c'est pareil, tu es éjecté. Et même pour des festivals, tu vois, même pour les conditions en fait, d'admission pour concourir dans un festival, quelquefois, c'est une vraie galère, quoi. Tu dois remplir un dossier, tu te dis, mais c'est pas possible, je fais un film, je fais pas un formulaire administratif, tu vois. Et du coup, ça décourage un petit peu les gens, je pense. En tout cas, ton film, Michel, est un chef-d'œuvre. C'est une symphonie, en fait, de l'art cinématographique. C'est ce que j'ai ressenti. Moi, je souhaite longue vie à ton film. On a passé une petite heure ensemble. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Ah, je peux vous diffuser des diapos si vous voulez. Allez, vite fait, ça Quelques marche. diapos, parce que c'est vrai que là, vous avez eu 2 extraits, mais vous n'avez pas vu les décors dans lesquels j'ai tourné. C'est peut-être intéressant, je pense, à diffuser. Donc, je vous montre quelques photos. Je vais faire une petite série de diapos, en fait, pour que vous voyez un petit peu l'ambiance du film. Là, c'est moi en tenue avec… je suis un voyageur du temps, en fait, dans le film, un petit peu, puisque j'essaie de maîtriser les vortex et j'essaie de ramener ma fille à bon port. Là, vous retrouvez la roue, qui a un petit clin d'œil à Stargate. Là, c'est ma fille, avec les fameuses… là, c'est d'autres lunettes, en fait, pour détecter les vortex. Là, c'est le double, dans le film, c'est le double de ma fille, en fait, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans ce film, vous avez les personnages et leurs doubles, qui sont dans d'autres dimensions. Et le personnage principal, ma fille, va découvrir qu'elle a des doubles qui sont dans d'autres dimensions et qui lui donnent de l'aide. Et qu'elle, elle ne l'entend pas parce qu'elle fait partie de notre dimension de la 3D. Et que du coup, comme elle arrive à pénétrer cette dimension, elle arrive à rencontrer son double, et ben elle arrive à discuter avec son double qui veut l'aider depuis tant d'années et qui lui a tellement de choses à lui dire.
Vous allez dire, mais j'aimerais que tu prennes confiance en toi, j'ai tellement de choses à te dire, tu as tellement de choses à faire de ta vie, quoi. Ça, c'est ma fille. Mon fils. Là, c'est pareil, vous avez du décor naturel plus de l'incrustation 3D. Vous voyez le vaisseau qui est à l'arrière, ça je l'ai rajouté ensuite. Vous avez toutes les plantes aussi qui ont été rajoutées. Et le plus difficile dans tout ça, c'est que quand vous bougez la caméra, il faut que l'ensemble bouge. Et qu'en même temps que votre caméra va de gauche à droite, il faut que les plantes aillent de gauche à droite, tout pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle le tracking d'objets. Donc, vous avez certains logiciels qui arrivent à repérer le mouvement de la caméra et qui donc fait le mouvement des objets en 3 dimensions en même temps, quoi. Et quelquefois, ça ne marche pas, ça déconne, et du coup, vous vous retrouvez avec des effets spéciaux complètement pourris. Donc, c'est pareil, il faut passer des heures, image par image, à recorriger, en fait, pour que par exemple, là, vous voyez je ne trouve plus mes mots. En arrière-plan, vous avez la méduse. Et du coup, quand je bouge la caméra, il faut que la méduse bouge en même temps que la caméra. Et quelquefois, donc, ça ne prend pas et vous êtes obligé de reprendre image par image le mouvement de la méduse pour qu'elle suive le mouvement de la caméra. Là, c'est ma femme en compagnie de ma fille. Donc, il y a des plans qui ont été tournés en forêt. Là, c'est un des personnages en 3D qui est aussi un des doubles, en fait, dans une autre dimension de ma fille, et qui lui explique comment fonctionne à l'extérieur de la matrice, comment ça fonctionne avec toutes ces entités qui aspirent l'énergie des êtres humains, et que la Terre, en fait, est un zoo qui sert uniquement pour alimenter des entités. Donc, vous voyez là les décors aussi de l'intérieur d'un vaisseau. Ça, c'est un décor que j'ai acheté et que j'ai modifié. Et à chaque fois que vous essayez de bouger la caméra, en fait, ça prend tellement de ressources sur l'ordinateur, parce que j'ai un ordinateur qui coûte très cher pour faire des mouvements de caméra en 3D. À chaque fois que vous bougez quelque chose, en fait, l'ordinateur recalcule toute la lumière. Donc, toutes les ombres, toutes les lumières, et c'est bien que ça prend énormément de temps. Donc, la plupart du temps, vous travaillez en mode dessin. Là, vous voyez en image réelle, mais quand vous travaillez sur ordinateur, ça fait un peu comme une bande dessinée. Et quand vous bougez la caméra, ça permet d'avoir des mouvements fluides pour travailler. Parce que si vous travaillez en temps réel avec des images comme ça, votre ordinateur ira, même avec un super ordinateur de nos jours, avec le top du top, vous n'y arrivez pas. D'ailleurs, quand vous voyez des reportages, des making-of de films, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous voyez des animations en 3D, vous voyez une personne qui travaille avec des dessins. Et ça permet en fait d'alléger l'ordinateur avant de faire un export total. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Une fois que vous avez fait votre animation, pendant la nuit, je laissais l'ordinateur exporter image par image. Donc, la réalité que vous voyez là, ce fond avec le vaisseau, il était travaillé image par image pendant la nuit. Quand vous faites une séquence comme ça qui dure 8 secondes, si vous bougez la caméra et que le mouvement final dure 8 secondes, et en export, vous en avez pour 14 heures d'export par ordinateur. Là, c'est un des personnages, une sorte de petite fée qui est dans le film. Alors, il y a beaucoup de… Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de filles qui m'écrivent sur Facebook, etc., qui me disent qu'elles adorent ce personnage, en fait, parce que c'est une petite fée qui aide le personnage principal. Et elle a donc une chevelure qui bouge, qui réagit. Les mouvements réagissent, en fait, en fonction des sentiments, des émotions qu'elle ressent. Et du personnage auquel elle parle, en fait. Elle a des roses aussi dans les cheveux, donc c'est amusant. Là, c'est un autre personnage, un petit clin d'œil au monde de Lovecraft. Vous voyez, personnage avec les tentacules que vous retrouvez dans l'appel de Cthulhu, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil, j'en ai pas parlé, mais vous avez des clins d'œil à la fois au cinéma, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis vous avez des clins d'œil au jeu de rôle aussi.
pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux de rôle, à chaque fois qu'il y a un personnage qui s'affiche à l'écran, j'ai fait une petite fiche de personnage. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez une petite fiche de personnage qui décrit les compétences de chacun en jetant les dés. Donc lui, par exemple, il va avoir, je ne sais pas, en attaque, il va avoir 4D plus 1 ou en conduite de vaisseau, il va avoir 2D plus 1. Donc ça, c'est un clin d'œil pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux de rôle. Et bien entendu, ça a aussi un rapport avec l'histoire du film, puisqu'on a l'impression qu'on vit dans un hologramme et qu'on est quelque part comme si on était dans un jeu. Ça, c'est les références que j'ai sur tous les films que j'adore, hein, sur Matrix, etc. Un autre personnage pas très sympathique. C'est ce qu'elle veut. Elle a une tête, elle a un crâne très allongé, un peu comme une banane. C'est ce qu'elle veut, elle est pas très sympathique dans le film. Là, clin d'œil bien sûr au petit gris, au grand gris, pour ceux qui connaissent bien tout ce qui a rapport avec les extraterrestres, avec tous les témoignages qu'il y a eu sur les abductions, etc. Il fallait que je le mette dans le film. Hein. Obligé. Donc, il y a une séquence à un moment, pas d'abduction, mais de transformation physique d'un personnage. Vous voyez, là, c'est pareil, les détails sur la peau du personnage, sur les vêtements, etc. J'ai eu plein de bugs. C'est tout bête, mais là, par exemple, vous voyez le vêtement blanc du personnage. Quelquefois, quand il tournait la tête, eh ben, j'avais des trous à l'intérieur de son vêtement et il fallait tout recorriger, image par image. Parce que vous croyez que tout va bien se passer. Une fois que vous avez fait votre export pendant la nuit, vous revenez le lendemain matin, vous faites lecture et vous voyez que de temps en temps, il y a des trucs qui clignotent ou il faut tout retoucher. C'est une galère. Un autre personnage, là, c'est un robot. C'est le personnage qu'on a vu tout à l'heure, mais avec une sorte de petite créature qui l'accompagne. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'univers qui sont mêlés. L'univers steampunk, l'univers du jeu de rôle, l'univers du cinéma. Pas mal d'univers qui sont associés dans ce film. Ça, c'est la reine qui arrive à créer des univers. Donc là, elle crée une planète. À un moment dans le film, c'est vers la fin du film, où on voit qu'elle a la possibilité de créer carrément des univers. Une sorte de dieu, en fait. Voilà pour la séance de diapo. Il ne faut pas trop en montrer quand même, Michel. Il ne faut pas trop en montrer. Oui, il ne faut pas trop en montrer, mais sachant que si vous vous rendez sur www.vortex-lefilm.com, vous avez au moins 3 ou 4 extraits vidéo du film. Hein. Donc, alors, ceux qui veulent vraiment en voir plus… J'invite tout le monde à faire dans un premier temps, peut-être avant de voir le film, d'aller voir les teasers qu'on appelle, je ne sais pas si les bandes annonces, quoi. Oui, en fait, je n'ai pas fait un teaser. Quand on va directement sur la page du film, tu vois, j'ai mis les 2 premières minutes qu'on a vues tout à l'heure. Parce que je trouve que de nos jours, quand tu fais un teaser, toutes ces bandes annonces, là, tu vois les 80% du film, quoi. Il n'y a plus de surprise. Donc, pareil, les extraits que j'ai mis sur le film, c'est des courts extraits, mais ça ne raconte pas l'ensemble du film. Voilà, mais je crois que c'est un film, c'est un patchwork, ce film. Franchement, il a été fait avec de mon sentiment, avec des bouts de laine. C'est la définition de… Je me souviens de ma grand-mère qui fabriquait des couvre-lits avec des bouts de laine en patchwork. Mais c'est exactement ça. Et à la fin, ça fait une œuvre d'art. Franchement, quand je te parlais de concours, j'imaginais que ça puisse exister. Peut-être tu vas lancer un nouveau format de films d'autodidacte. Aujourd'hui, grâce à la technologie, et puis finalement à très peu de budget, parce que tu nous as parlé de 10 000 €, on peut faire quelque chose comme tu l'as fait. Moi, j'invite tous les gens à au moins regarder les bandes annonces et à vraiment s'imprégner du fait que tu es amateur au départ, autodidacte ensuite, et que tu es un grand passionné et un éveillé aussi, hein, parce que non seulement il y a de la science-fiction, pas mal, mais il y a beaucoup d'éveil, de spiritualité,
de, euh, de croyance ou pas croyance, on appelle ça comme on veut. Bon, je pense qu'on mettra, David, tu me dis si je me trompe, on mettra tous les liens qu'il faut pour aller voir ces bandes annonces. Et puis voilà. Est-ce que on peut rajouter quelque chose? Est-ce que moi, je te remercie en tout cas, Michel, d'avoir accepté mon invitation. En fait, juste pour conclure, Oui. c'était le but, c'était en fait de faire un condensé de tout le savoir que j'ai acquis justement sur l'invisible, sur toutes ces choses-là et que je voulais dire. Parce que ça fait quand même plus de 30 ans, comme je te disais, que je m'intéresse à tous ces phénomènes, aussi bien le paranormal, les ovnis, l'éveil. Et je voulais faire un condensé parce que je trouvais que ça n'existe pas. Ça fait depuis des années que je cherche des films d'éveil, comme je te disais, j'ai mes références. Hein. Ce sont des grands films comme Matrix, etc. Mais je voulais quelque chose qui sonne plus, entre guillemets, fait maison et qui soit vraiment un condensé, si tu veux, de ma vie, de tout ce que j'ai appris, toutes mes déductions que j'ai faites, tout ce travail en 1h11, voilà, j'ai essayé de tout regrouper dedans. C'est pour ça que tout s'enchaîne assez vite et qu'il y a plein de gens qui me disent, écoute, moi, ça fait 4 ou 5 fois que je le regarde parce qu'il y a tellement l'information est tellement dense, condensée, c'est vraiment compressé, quoi, en format zip, hein, j'allais dire, que du coup, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais il faut le voir plusieurs fois parce que si on regarde qu'une seule fois, on rate pas mal de trucs, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est évident. C'est ce qui m'est arrivé. Je l'ai vu 2 fois. La deuxième fois, j'ai vu d'autres choses. J'ai compris d'autres choses aussi, pas mal. Et là, tu vois, ce soir, je viens de comprendre que l'histoire des fiches qu'il y a sur certains personnages, là, avec des dés, je sais pas quoi, c'est une référence que je n'avais pas compris. Je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je le regarde une 3e fois pour essayer de comprendre ces fiches-là, à quoi elles correspondent, etc. On sent bien que c'est un film qui est un véritable, à 45 ans, c'est un peu tu sais, dans la pyramide de Maslow, c'est un petit peu l'âge où on s'épanouit, ouais, voilà, je crois, je me souviens plus trop de ces domaines-là, mais en tout cas, on sent que c'est un véritable exutoire, quoi. Tu as mis toute ta connaissance depuis le début. Voilà. Ouais, On se c'est demande ça, ce c'est que tu vas ça. faire après. Tout à Alors, tu as fait. des projets, justement, Comment? mis à part le fait de distribuer, de commercialiser ton film, est-ce que tu as d'autres projets de films ou... Pour l'instant, non, parce que sincèrement, ça m'a bousillé quand même la santé. Hein. Ça, j'en ai pas parlé, mais le fait de travailler 18 heures par jour assis, j'ai pris énormément de poids. Si tu veux, même si ma famille travaillait dedans, jouait des rôles, etc., j'ai envie de retrouver, de sortir, parce que j'étais quand même dans ma grotte, j'étais enfermé pendant 4 ans. Sincèrement, hein, je travaillais jour et nuit et même le week-end. Même le week-end. Le samedi et dimanche, je bossais dessus, quoi. Et sincèrement, on peut comparer comme si j'étais dans une prison, mais sauf que la différence, c'est que cette prison, c'est moi-même qui me l'a su créer, hein, c'est moi qui ai voulu tout ça. Mais je pense qu'au point de vue santé, il vaut mieux pas que je refasse un travail de cette ampleur parce que c'est trop colossal et je crois que non, sincèrement, je ne tiendrai pas physiquement. Là, par contre, je ne pourrais pas, quoi. Là, en 4 ans, sincèrement, j'ai dû prendre 20 kilos, quoi. En tout cas, si tu mets autant de détermination dans la recouvrance de ta santé, de ta forme, que tu en as mis dans ton film, moi, je pense que d'ici 1 an, tu as retrouvé un corps de jeune homme, quoi. Voilà, ouais, il faut simplement s'y mettre. Un truc que je voulais dire aussi, ceux qui veulent voir le film, puisque vous avez vous avez été très sympa pour m'inviter lors de cette soirée. J'ai créé un code de réduction pour ceux qui veulent voir le film. Donc, si vous allez sur acheter le film, vous cliquez sur acheter et vous avez un emplacement pour rentrer un code. Et si vous rentrez le code éveil 30 en majuscule, donc EVEIL en majuscule 30, tout attaché, vous avez donc 30% de remise sur le film. Voilà, pour ceux que ça intéresse. D'accord, écoute, c'est génial. Alors, sachant que ce Zoom est enregistré et va être diffusé sur YouTube, est-ce qu'il y a une date limite? Non,
Il n'y a pas de date limite. C'est pour toutes les personnes qui veulent découvrir le film. Il n'y a pas de souci. Franchement, on te remercie tous au nom de tous les C'est moi. téléspectateurs qui vont voir cette interview. Voilà. Je crois qu'on peut en terminer là, si tu veux bien, Michel, Oui. pour ce soir. Et puis, en tout cas, on est ravis de t'avoir accueilli dans ce nouveau format, hein, on pourrait dire, cette interview Zoom. C'est un peu particulier. Enfin, moi, c'est la première fois que je le fais. En tout cas, j'ai pris un vrai plaisir et j'espère que ça a été partagé par tous les auditeurs en direct. Voilà. C'était très sympa en tout cas, merci, parce que moi j'aime bien les événements un petit peu spontanés, comme ça, je te l'avais dit quand on avait discuté ensemble, qu'on avait sympathisé. Je n'avais pas l'intention de faire un aspect conférence, dire voilà, le film c'est ça, 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 ça. J'aime bien l'aspect conversationnel, c'est toujours plus sympathique. Et puis en plus, vous êtes une équipe vraiment sympa aussi. J'ai eu l'occasion de discuter avec David. Franchement, c'était un plaisir. Enfin, vraiment, passer une super soirée. Merci infiniment quoi, de m'avoir invité. Eh bien, écoute, c'est nous qui te remercions. Voilà, la soirée interview est terminée. Bonsoir à tous.